Salut, c'est John. Je vous propose un livre sympa qui date des années 50 du Centre du langage. L'intégration des langues vivantes. L'intégration des langues vivantes. Note des auteurs. Cet opuscule est une œuvre collective, fruit d'expériences, des recherches et des travaux d'application de l'équipe du Centre du langage. Cette équipe, constituée et dirigée par le docteur Tomatis, s'est donné pour objectif d'explorer le plus grand nombre des possibilités d'application des découvertes du docteur Tomatis dans le domaine de la relation audio-psychophonologique. Ainsi que son titre le précise, le présent ouvrage n'a pas la prétention d'exposer toutes les résultantes de l'effet Tomatis. Seules les conséquences relatives à l'intégration des langues vivantes seront ici évoquées. Pour les applications dont l'importance se relève de plus en plus considérable dans le domaine micro-psychopédagogique, dyslexie, bégaiement, surdité, etc., il est conseillé de consulter in fine la bibliographie. Il a été également rédigé, à l'intention des lecteurs disposant de peu de temps, un condensé à cette brochure que l'on peut obtenir auprès de la SECRAP 22, Grand Rue 92 Sèvres. La nécessité est de plus en plus vivement ressentie à l'échelle internationale de l'apprentissage des langues étrangères a suscité la floraison d'un très grand nombre de systèmes à peu près toutes qualifiés plus ou moins empathiquement d'audiovisuels. On est immédiatement frappé à l'examen de ces méthodes miracles, par la carence de ces systèmes dont beaucoup ne reposent sur aucune base scientifique, ignorant les lois élémentaires de la psychophysiologie, du langage et plus spécialement des relations qui existent entre l'audition et la phonation, c'est-à-dire entre la possibilité d'entendre une langue et celle de la reproduire. On a trop longtemps abordé les langues vivantes comme les langues mortes en faisant donner des mots parfois disparus de la langue parlée, cf. Shakespeare, et en distribuant à la volée des règles de grammaire inemployées. Depuis la dernière guerre, à la suite du développement extraordinaire des facilités de communication, l'essor du tourisme et du commerce international a généralisé le besoin de s'adresser à d'autres peuples d'une façon aisée et directe. Sont alors nées des méthodes dites audiovisuelles. Mais celles-ci n'ont été trop souvent que la transposition parlée ou visualisée d'un système d'enseignement ancien. Il est temps maintenant de passer à un stade nouveau et, utilisant les dernières découvertes de la relation audio-phonation, de dépasser la notion d'apprendre une langue pour arriver au stade de l'intégration de cette langue, acte beaucoup plus complet et paradoxalement, en apparence, beaucoup plus aisé. Le rôle primordial que joue l'oreille lors de l'apprentissage linguistique, qu'il s'agit de la langue maternelle ou d'une langue étrangère, ne saurait échapper à tous ceux qui s'intéressent au problème de l'intégration verbale. On ne peut ignorer en effet aujourd'hui que la grande porte ouverte sur le langage est l'oreille. On apprend une langue vivante en l'entendant et en l'entendant correctement. La grande clé de cet apprentissage consiste donc à assurer à l'élève une audition de grande qualité. Pour cela, même l'audibilité de la langue étudiée devient plus grande et pourtant plus efficiente, toutes les nuances acoustiques de cet idiome étant alors constamment perçues. Il est donc nécessaire de connaître d'une part la possibilité auditive du sujet à conditionner et de lui permettre d'autre part d'entrer dans l'univers sonore de l'ensemble ethnique dont il désire maîtriser le langage. Nous ne saurons trop insister sur ce point. Il ne sert à rien de faire apprendre une langue à un sujet qui ne l'entend pas ou qui l'entend confusément. Le plus beau laboratoire de langue demeure inutile lorsqu'ils ne tiennent pas compte de ce facteur essentiel. C'est pourquoi nous parlerons au cours de cet ouvrage beaucoup plus d'intérêt que d'apprendre. Cette différence est pour nous tout à fait primordiale. Les appareils dits électromagnétiques et effets Tomatis permettent à l'élève d'entendre à la manière d'un anglais par exemple, ou d'un allemand, ou d'un slave et par conséquent, suivant la loi de Tomatis que nous étudierons au cours de cet ouvrage, de parler, de reproduire correctement les langues étudiées. Le but de cette brochure n'est pas de préconiser une méthode plutôt qu'une autre, mais simplement d'essayer d'établir les principes essentiels qui doivent obligatoirement régir toute étude sérieuse d'une langue vivante. Les lois qui sont à la base de cette étude seront évoquées dans leur contexte général et dans leur application toute particulière à l'enseignement des langues vivantes.
Elles mettront en lumière le rôle primordial de l'oreille dans l'acquisition verbale, ce qui a fait dire à Tomatis dans une formule lapidaire « on parle avec son oreille ». Ainsi, dans une première partie, nous examinerons les principes de la relation audio-phonation. Notre deuxième chapitre étudiera comment ces lois peuvent s'appliquer à l'intégration d'une langue vivante. Le chapitre 3 déterminera les courbes d'enveloppe de quelques langues européennes, visualisant ainsi les principales différences qui existent entre ces idiomes. Le quatrième chapitre sera consacré à la description et au fonctionnement de l'oreille électronique. Les 3 derniers chapitres traiteront surtout de l'emploi de ces nouveaux appareils dans les méthodes actuelles et des conditions préalables de cet emploi, test audio vocal. Notre conclusion essaiera de déterminer très brièvement ce que l'intégration d'une langue peut apporter sur le plan psychologique. Les lois de Tomatis. C'est dans l'exercice de la médecine du travail que le docteur Tomatis a été conduit à émettre des hypothèses qui portent désormais le nom de lois de Tomatis et concernent les rapports existants entre l'audition et la phonation. Ces découvertes d'une importance considérable ont permis d'envisager la modification de l'une et l'autre de ces deux fonctions essentielles dans une large perspective thérapeutique et pédagogique. A. Première loi. En examinant des ouvriers atteints de surdité professionnelle par suite de longs séjours auprès de machines bruyantes, le docteur Tomatis a pu observer que le traumatisme de l'oreille était toujours accompagné d'une défaillance vocale. Il s'est alors demandé si l'audition défectueuse n'était pas la cause de l'altération de la voix. Une analyse plus fine des mécanismes ayant entraîné une diminution sensible de la perception auditive à l'égard de certaines fréquences lui a permis de constater que les fréquences non intégrées par l'oreille étaient justement celles qui étaient absentes du spectre vocal du sujet. C'était la première découverte fondamentale. La première loi de Tomatis s'énonçait de la façon suivante. 1. La voix ne contient que ce que l'oreille entend, ou, dans un langage plus scientifique, le larynx n'émet que les harmoniques que l'oreille peut entendre. C'est à ce curieux et intéressant phénomène que Raoul Hudson, remarquable spécialiste de la psychophysiologie de la voix, a donné le nom de « effet Tomatis » dans une communication à l'Académie des sciences en date du 25 mars 1957. Sous l'impulsion de monsieur le professeur Meunier, R. Hudson a pu vérifier au laboratoire de physiologie de la Sorbonne le fait de signaler par Tomatis en 1952, puis en 1954, et l'exprimait ainsi. Si un sujet émet une voyelle tenue dans un microphone dont la tension passe dans un système de filtre qui en supprime une bande de fréquence avant son retour dans les écouteurs placés sur les oreilles, la bande supprimée disparaît du spectre de la voyelle émise par le sujet. De même, chez tout sujet présentant un scotum auditif, les harmoniques compris dans l'îlot auditif atteint sont absents dans la voix du sujet. Raoul Hudson, dans une communication à l'Académie nationale de médecine en séance du 4 juin 1957, a repris cette étude sous le titre « Modification phonatoire d'origine auditive et applications physiologiques et cliniques ». Cette première loi de Tomatis met donc en lumière le parallèle frappant qui existe entre la courbe d'audition et les courbes d'émission vocale des sujets laissés naturellement ou expérimentalement. B. Deuxième loi. La seconde loi de Tomatis est en réalité le corollaire de la première. Elle s'annonce ainsi. Si l'on rend à l'oreille laissée la possibilité d'entendre correctement les fréquences perdues ou compromises, celles-ci sont instantanément et inconsciemment restituées dans l'émission vocale. La comparaison des courbes d'émission avant et après application de l'appareil a en effet Tomatis, celui-ci ayant pour rôle de rétablir l'audition dans les zones de fréquences laissées, permet de démontrer aisément la récupération concomitante du schéma corporel vocal. Raoul Hudson, dans sa communication du 4 juin 1957 à l'Académie nationale de médecine, signale cette seconde loi en tant que conséquence de physiologie et de physiopathologie phonatoire de l'effet Tomatis. Il précise en particulier que l'apport excitotonique résultant de simulations auditives de la bande de 2500 à 3000 Hz permet au sujet de récupérer son schéma corporel vocal habituel. C. Troisième loi. La troisième loi de Tomatis, dite loi de remanence,
met en lumière la possibilité d'un conditionnement de l'auto-écoute entraînant par réflexothérapie éducative la modification de la phonation. On peut l'énoncer ainsi. La simulation auditive entretenue pendant un temps déterminé modifie, par phénomène de rémanence, la posture d'auto-écoute du sujet et par voie de conséquence sa phonation. D'une part, le fonctionnement de l'oreille met en action les muscles modificateurs de la position ostéomusculaire de l'oreille moyenne. Le système phonatoire agit, d'autre part, sur l'effet de toute une série de muscles qui commandent le larynx, la cavité buccale, la langue et les lèvres. Ces muscles de l'audition et de la phonation sont eux-mêmes commandés par un dispositif d'intervention appartenant au même règne neuronique. Chez l'adulte, cet ensemble neuromusculaire est parfaitement rodé pour l'audition ethnique correspondant à sa langue maternelle. Par contre, si l'on modifie cette audition en introduisant dans les circuits d'auto-contrôle une oreille électronique accordée sur une autre façon de parler, sur une langue étrangère par exemple, c'est tout le circuit neuromusculaire du sujet qui se met à travailler sur ce rythme étranger, et c'est ainsi que se crée peu à peu une rémanence par mémorisation cérébrale de cette nouvelle activité et par entraînement musculaire. Cette troisième loi trouve une large application dans le domaine de l'intégration accélérée des langues vivantes. Elle fait appel au conditionnement à l'auto-écoute nécessaire à l'apprentissage d'une langue vivante dans tous ses paramètres phonétiques et sémantiques. Latéralisation auditive. L'une des découvertes fondamentales de Tomatis a consisté à émettre en lumière la prédominance d'une oreille sur l'autre dans le processus d'intégration du langage. Il a pu ainsi définir le rôle primordial que joue l'oreille directrice. Dans la visée du son, dans le contrôle de la chaîne parlée, la théorie sur la latérisation auditive émise par lui dès 1951 et vérifiée par une longue expérimentation constitue l'un des fondements essentiels de l'apparence linguistique. Qu'il s'agisse de langue maternelle ou d'une langue étrangère, poursuivant ses recherches dans ces voies, Tomatis put démontrer par la suite que la régulation du langage se faisait uniquement par l'oreille droite, celle-ci détenant toujours le rôle d'oreille directrice pour le contrôle des différents paramètres du langage, intensité, timbre, intonation, inflexion, sémantique. Il s'agit là d'un apport considérable dans le domaine de l'intégration d'une langue. Sélective auditive. Citons enfin la sélectivité auditive qui a introduit la notion de qualité, d'analyse, de finesse auditive et l'intérieur des bandes passantes spécifiques de chaque langue. Tomatis, après avoir constaté que s'il est vrai qu'un individu ne reproduit plus les sons qu'il n'entend plus, il ne reproduit pas pour autant tous ceux qu'il entend, a émis dès 1954 l'hypothèse de l'existence d'une certaine faculté de l'oreille à percevoir une variation des fréquences à l'intérieur du spectre sonore et à situer l'essence de cette variation. Il a pu aussi démontrer, dans un processus de recherche devenu classique, par l'analyse des courbes de l'enveloppe des spectres acoustiques de chaque langue, que les différentes oreilles ethniques ont des bandes de sélectivité très différentes dans lesquelles s'agglutinent les affinités fréquentielles propres à chacune d'elles. C'est ainsi, par exemple, que l'oreille italienne inscrit sa sélectivité entre 2000 et 4000 Hz, tandis que l'oreille française dispose d'une sélectivité située entre 1000 et 2000 Hz. Les Russes, par contre, bénéficient d'une bande passante très étalée qui va des sons les plus graves aux sons les plus aigus. Nous aurons à reprendre cette question dans le chapitre 3. Lors de l'étude des courbes d'enveloppe de chaque langue, les différentes lois et théories de Tomatis que nous venons d'évoquer brièvement et qui supposent un véritable conditionnement de l'émission vocale par l'audition sont utilisées depuis de nombreuses années dans d'autres domaines, en particulier pour le traitement médical de diverses affections telles que les troubles de la phonation et de la voix parlée et chantée, troubles du timbre, aphonie, dysphonie, troubles de l'articulation, zozotement, chuintement, schlintement, troubles du rythme, dysalie, achoppement, blocage, bégaiement. Les troubles du langage parlé et écrit, retard de langage, absence de langage, dyslexie, dysorthographie,
Les troubles de l'expression et du comportement, les troubles d'intégration scolaire, les troubles de l'audition, surdité professionnelle, surdité psychique. Cette brochure, nous tenons à le rappeler, n'a pas la prétention d'étudier toutes les applications de l'effet Tomatis, mais seulement de faire connaître l'utilisation de ces lois dans le domaine de l'intégration des langues vivantes. Nous limiterons donc notre propos en montrant comment, en injonction et non en concurrence avec les méthodes classiques d'enseignement des langages, l'effet Tomatis, par le canal d'un appareil appelé oreille électronique, permet une meilleure intégration des langues étrangères en suscitant une acquisition rapide de ce que l'on a appelé l'oreille ethnique. Les exercices phonétiques effectués à l'aide de l'appareil à effet Tomatis assurent un conditionnement de l'oreille tel qu'il conduit le sujet à entendre correctement et prononcer avec une intonation exacte les phénomènes étrangers. Grâce à cet entraînement, l'étudiant prend spontanément la posture phonétique et par voie de conséquence psychologique nécessaire à l'apprentissage de la langue qu'il désire acquérir, et ceci quelle que soit la méthode employée. L'intégration des langues vivantes et l'effet Tomatis. Et d'abord, qu'est-ce qu'intégrer une langue? Intégrer une langue, c'est être apte à la restituer. Ad integrum, il ne s'agit pas, on le conçoit, d'en reproduire seulement la lettre, mais aussi l'esprit. Autrement dit, posséder une langue que l'on décide d'absorber. C'est en user jusqu'à s'exprimer, jusqu'à penser, jusqu'à exister ou au travers d'elle. Car une langue vivante n'est pas, comme on l'a cru pendant longtemps, un assemblage de mots suivant des règles, mais bien une combinaison de signaux, de groupes de sons destinés à communiquer à autrui les pensées, les sentiments et les volontés de chacun. Une langue pourrait être signifiante, c'est-à-dire comprise par celui ou ceux avec qui l'on veut communiquer, ne peut utiliser que des signes renvoyant aux réalistes qui le désignent, et aux grammariens les plus courtois et les plus aimables du monde, adressant à nous dans un langage aussi châtié qu'incompréhensible. Nous dirons, comme Pantagruel et Panurge, mon ami, je ne fais doute aucun que vous sachiez bien parler divers langages, mais dites-nous ce que vous voudriez en quelque langue que nous puissions entendre. Ces signaux, pour être compris et intégrés immédiatement, sans effort, sans analyse, sans décomposition, doivent être avant tout entendus correctement. Mais il faut aussi que l'élève soit en mesure de les reproduire, de les prononcer avec la plus grande exactitude de son, de rythme, de timbre et d'articulation. De même que le pianiste doit s'exercer à reproduire un trait musical globalement automatiquement comme un tout qu'on ne décompose plus, de même l'étudiant en langage vivant doit parvenir à entendre et à reproduire globalement, et inconsciemment sans les analyser ou les décomposer avec leur rythme et leur intonation. Les groupes sonores qui leur sont au début étrangers et souvent en opposition avec ses propres réflexes linguistiques, il s'agit là, on s'en doute, d'un processus idéal d'intégration rarement atteint d'emblée, si ce n'est chez les sujets doués d'une oreille particulièrement adaptée, ouverte aux différentes fréquences de la langue à étudier. Mais dans la plupart des cas, l'expérience linguistique offre, dès le départ, de telles difficultés que la chose la plus simple en apparence qu'est l'apprentissage d'une langue devient une véritable aventure. Des obstacles de toutes sortes se dressent, insurmontables et du rêve initial entretenu au fond de l'être, il ne reste plus qu'un secret désir évanescent de communiquer qui s'estompe peu à peu devant la multiplicité des efforts toujours vains. Pour beaucoup d'élèves, le babelisme surgit ainsi, les confinant irrémédiablement dans l'enceinte infranchissable de leur langue maternelle, tandis qu'émergent de cette grande marée quelques élus dotés de possibilités exceptionnelles leur permettant d'évoluer à loisir dans le langage des autres, comme si une mystérieuse faculté leur déliait la langue. Pourtant, à tout bien considérer, apprendre une langue étrangère devrait être chose facile, et l'enthousiasme de l'enfant lors de son entrée en sixième, tandis qu'il va enfin se plonger dans l'étude d'une autre langue que la sienne, montre combien de bonnes volontés sont mobilisées dès le départ. Hélas, que de déceptions qui demeureront le plus souvent l'apanage de l'étude des langues. D'où vient donc cette rupture qui fait volatiliser en quelques semaines le doux espoir de la découverte linguistique? L'intelligence n'est pas à invoquer, et il paraîtrait absurde d'en être démuni socialement pour une matière telle que celle des langues vivantes.
Elle viendra, certes, au secours du malheureux élève qui tentera désespérément d'accumuler, au travers d'un brouillard épais, inextricables, les rudiments nécessaires à l'obtention en fin de scolarité d'une note limite, non éliminatoire, souvent compensée par les succès en d'autres matières, par saturation, par osmose, quelques bribes passeront dans une atmosphère de contraintes et d'échecs. Mais que restera-t-il au sortir de cette initiation? Un cauchemar, une indicible répugnance doublée d'une mauvaise conscience d'avoir raté quelques enseignements précieux, et une secrète appréhension d'être obligé d'y revenir plus tard. Aussi paraît-il opportun de reconsidérer le problème de l'apprentissage des langues vivantes en essayant d'élucider ce que peut être l'intégration, l'information verbalisée dans le sens le plus général qui se rapporte à une langue maternelle ou une langue étrangère. Le processus du mécanisme en profondeur reste en effet le même. Il ne fait plus de doute qu'une langue vivante voit son intégration se faire par l'oreille. Cette acquisition auditive, bien qu'aidée par le texte et l'image, est essentielle et primordiale. C'est en l'entendant que l'on apprend une langue et en l'entendant correctement. Mais que veut dire entendre correctement? On n'est pas sourd, semble-t-il, parce qu'on est inapte à apprendre l'anglais. Cependant, il faut bien se résigner à admettre que, dans ce cas, l'on est sourd effectivement à l'anglais. Pour comprendre cette notion nouvelle qui peut sembler déconcertante de prime abord, il est bon de se rappeler que l'oreille n'a été que secondairement conditionnée au langage. Le langage est apparu comme l'ultime stade d'une transcendance, adaptation, qui a su conditionner à des fins acoustiques un ensemble neuromusculaire destiné à la déglutition et à la respiration. Les possibilités acoustiques du milieu ambiant ont permis à l'homme de manier avec finesse et agilité la gamme sonore propre à sa langue. Mais quel monde acoustique différent que celui d'une autre langue! Il n'y a pas si longtemps, l'auteur d'un article intitulé Les Chinois à Paris faisait état de la nécessité d'une correction auditive, sur mesure, pour les Chinois particulièrement réfractaires au français. Il donnait pour raison de cette nécessité qu'à force d'entendre exclusivement les sons propres à notre langue maternelle, non seulement notre oreille, mais les centres auditifs de notre cerveau sont conditionnés. Cette proportion, sans nul doute exacte, demande quelques explications. Notre système auditif étant conditionné par le milieu ethnique, nous restons insensibles aux intonations, aux variations sonores que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Notre langage se voit privé des consonances étrangères que notre oreille ne peut capter, la carence auditive se traduisant obligatoirement par une carence vocale. C'est ce que résume l'effet Tomatis par la formulation « La voix ne contient que les harmoniques que l'oreille peut entendre ». Les impressions que nous recevons en entendant une langue étrangère, sans même la comprendre, notait déjà M. Charles Bailey, il y a quelques années, provenaient en grande partie d'une comparaison faite inconsciemment avec le système phonologique de notre propre langue. Et les sentiments agréables ou désagréables que nous en retirons tiennent à cette cause. Celui qui parle cette langue n'éprouve en général rien de semblable et ses impressions acoustiques sont d'une toute autre nature. Un Français étudiant le russe sera frappé par la fréquence des sons palataux et sibilants, par leur contraste avec les sons vélaires, par la musique particulière des intonations, tout cela parce qu'il perçoit inconsciemment une différence considérable entre cette prononciation et la sienne. Mais le russe qui, en parlant, produit ses impressions sur un français, n'éprouve lui-même rien de semblable, parce que ces choses lui sont habituelles. Et un autre, phonéticien éminent, M. Pierre Fouché, remarquait lui aussi avec bonheur que la représentation que nous faisons d'ordinaire d'une langue vivante est une représentation acoustique. Nous retenons ce qu'on appelle communément son accent. Nous lui attribuons une certaine couleur, nous disons encore qu'elle est sonore, douce, monotone, etc. Chacun de nous se trouve donc ainsi conditionné à entendre d'une certaine manière, et le système phonatoire, se pliant aux mêmes exigences du milieu ambiant, oblige le sujet à prononcer d'une certaine manière. Ainsi écrit Wilferd Panfield, tous les Sudéens parlent anglais avec un accent suédois, et les Français, les Allemands et les Chinois
parlent avec leur accent propre. Ceci est de constatation commune, même s'ils parcourent le monde, les Cockneys, les Écossais et les Irlandais, pour ne rien dire des Canadiens et des Américains, trahissent toute leur vie, leur origine, par un tour de langue appris dans l'enfance. Nous nous trouvons donc bien en fait en présence d'une loi générale, et qui d'ailleurs ne concerne pas seulement certains peuples. Ayant l'oreille de notre ethnie, nous sommes tous, par nature, plus ou moins réfractaires, selon notre race, à l'apprentissage des langues étrangères et dans la mesure justement, comme nous le verrons plus loin dans les détails, où elles sont plus éloignées à notre courbe d'audition. À cet égard, nous sommes tous, en quelque sorte, des malentendants, et c'est pourquoi nous sommes justifiables des procédés employés par les phonéticiens pour rééduquer l'audition des sujets atteints de troubles auditifs. La seule ressource paraît bien de forcer l'oreille à entendre ce qu'elle n'entend pas naturellement, ce qui ne peut s'effectuer que par des dispositifs artificiels. Il peut paraître étrange, de prime abord, de faire appel à des procédés thérapeutiques, là où l'on ne voit là plus souvent qu'un problème pédagogique ayant la bonne volonté, et la volonté tout court, à des techniques d'enseignement de plus en plus perfectionnées, sans parler bien sûr de ces méthodes miracles présentées par une publicité habile et alléchante, flattant la paresse et berçant l'élève d'illusions insidieuses qu'il est possible d'apprendre sans effort. Certes, aucune acquisition ne se fait sans effort, mais il ne suffit pas non plus, comme Rimbaud, de s'enfermer dans un placard muni d'une grammaire, bardé d'une volonté de faire et de jurer qu'on n'en ressortira qu'après avoir maîtrisé la langue que l'on désire apprendre. Pour intégrer une langue étrangère, il faut vouloir l'étudier sérieusement, c'est vrai, mais il faut également pouvoir, et ceci dans le sens le plus physique du mot, l'apprendre, c'est-à-dire l'entendre et la reproduire, puis écouter et répéter, enfin entendre et s'écouter répéter ou reproduire. Entendre et reproduire, tels sont les deux éléments essentiels que fait intervenir l'effet Tourmatis, dans son principe de régulation de l'audition et de la phonation. En appliquant ce principe au niveau de l'apprentissage d'une langue, on aboutit à la mise en place d'un circuit d'autocontrôle qui permet à l'élève linguiste de bénéficier au maximum de messages sonores qui lui est transmis et de le reproduire ad integrum. En modifiant l'audition du sujet, en lui apprenant à entendre d'une autre façon que celle à laquelle il est habitué de par sa langue maternelle, on déclenche une autre façon de parler, une autre mode d'expression caractéristique de la langue à étudier. Cet effet audiovocal entraîne des modifications portant sur le timbre, sur l'organisation de l'appareil phonatoire, sur l'usage des cavités résonantielles laryngées et sous-jacentes, sur le tonus laryngé, sur la respiration, sur la mimique, autant de modifications qui réagissent en chaîne par allumage réflexe s'étendent de proche en proche et toute la structure morphologique du sujet. Ces modifications mettent donc bien en évidence, lors de l'intégration d'une langue, l'influence capitale du capteur auditif et l'égard à la fois du comportement corporel et gestuel, de l'enregistrement psychologique, de l'encouragement, puis de l'élaboration de circuits d'induction psychosomatique. Il est facile, à partir de ces données, d'évaluer les importances conséquentes d'un tel processus. Chapitre 3. Courbe d'enveloppe des langues vivantes. Comme nous l'avons dit, dans le chapitre 1, Tomatis a démontré expérimentalement, grâce aux contre-réactions audio-vocales qui sont le fondement de ces lois, que toute modification du schéma corporel auditif entraînait, sans exception, une modification du geste vocal, si bien que l'on peut en conclure que tout geste vocal répond, à coup sûr, à un geste auditif déterminé. À partir de ce principe, Tomatis a pu isoler des auditions ethniques répondant à des caractéristiques bien précises que nous allons évoquer dans ce chapitre. Une analyse détaillée des différents éléments de la chaîne parlée a pu être réalisée grâce aux images collectées à l'aide d'analyseurs panoramiques et de sonographes capables de décomposer les sons comme les prismes parvient à disperser les lumières en un arc-en-ciel spectral. À l'aide de cet appareil, il a été possible de visualiser différentes fréquences de son en respectant quantitativement les valeurs relatives de chacune d'elles et en individualisant les différents éléments d'une phase en fréquence, en intensité et en sa durée.
Sur les phonogrammes et sonogrammes ainsi obtenus, on a pu retrouver les courbes d'enveloppe, figure 1, des valeurs moyennes des fréquences souvent rencontrées dans l'analyse des phrases collectées dans la même groupe ethnique. Ainsi, par exemple, le lieu d'élection de la plus grande agglutination fréquentielle pour le français se rencontre aux alentours de 800 à 1800 Hz, tandis que pour l'anglais il s'étend de 2000 à 12 000 Hz. Et cette simple constatation scientifique permet déjà de pressentir que tout se passe comme si un Français devait être pratiquement sourd quand il entend de l'anglais. Aussi bien, depuis l'étude historique des langues nous montre comment l'évolution des groupes humains au cours des âges a conduit chacun d'eux à adopter de façon totalement involontaire un certain mécanisme vocal composé de voyelles et de consonnes, dont la prononciation et le timbre sont nettement différenciés d'un groupe à l'autre. Dès l'enfance, l'oreille modèle sa sensibilité sur les sons qu'elle entend et l'on peut bientôt déceler, par l'étude audiométrique, que la courbe de sensibilité auditive s'apparente étroitement à la courbe d'émission phonatoire du groupe ethnique. Autrement dit, pour percevoir correctement ces amas de fréquences sans risque d'y introduire des distorsions par le capteur auditif qui fonctionne dès lors comme un filtre, il nous faut nous accommoder au mieux, nous conditionner à percevoir de telle façon que notre sélectivité optimale atteigne celle des fréquences souhaitées lors de notre émission. Ainsi, par le jeu de l'autocontrôle audition-phonation, l'oreille ethnique du sujet lui impose sa phonation ethnique. À une façon de parler correspond, rappelons-nous, une façon d'entendre. Tomatis a démontré à vérité par la suite qu'en agissant sur la façon d'entendre, on pouvait modifier la façon de parler. Avant d'exposer ce processus de modification, nous allons essayer de préciser quelle est cette façon d'entendre. Celle-ci est caractérisée sur le plan scientifique par la courbe de sensibilité de l'oreille à l'égard des différentes fréquences que celle-ci peut entendre. Cette courbe est appelée audiogramme. Nous reproduisons ci-dessous, à titre d'exemple, les audiogrammes caractéristiques de quelques groupes ethniques. Ici c'est un schéma donc. La figure 2 représente la courbe d'audition spécifique du français. Elle est superposable dans son ensemble au phonogramme de cette langue, au lingogramme en quelque sorte. Elle s'obtient en intégrant le plus grand nombre de courbes de réponse auditive dans une ethnie donnée. Le français ici en cause se profile typiquement avec deux pointes, en fait deux plages avec points culminants. L'une siégeant à 250 Hz dans les graves, G, l'autre à 1500 Hz dans une zone aiguë, A, comprise entre 1000 et 2000 Hz. La différence d'intensité sonore entre ces deux niveaux étant d'environ 20 décibels. Cette dernière émergence à 1500 Hz justifie par la chute relative qu'elle entraîne vers les aigus. L'apparition des nasales dans la langue française, par contre-réaction, la présence de cette nasalisation dans l'indiome parlé entraîne ipso facto l'apparition dans l'audigramme correspondant d'une pointe caractéristique à 1500 Hz. Figure 3. Courbe anglaise. On peut constater sur le profil que la caractéristique essentielle de ce type d'audition est la grande sensibilité au son aigu. Effectivement, dès les 2000 Hz, la courbe marque une nette progression de l'ordre de 6 décibels par octave, qui va se prolongeant au-delà des 10 000 Hz, ce qui confère à une telle audition une courbe de réponse qui rappelle celle des montages d'amplification de haute fidélité. Les conséquences font que la perception des aigus au-delà de 2000 Hz atteint une sensibilité si exceptionnelle que les modulations à ce niveau s'en trouvent plus particulièrement affinées. La richesse en s'affinant dans les langues anglaises en est la conséquence. De surcroît, dans la coulée de la langue elle-même, l'attraction vers les aigus de tous les schémas vocaux par contre-réaction auditive explique la diphtongaison systématique des voyelles. Celle-ci, bien qu'existant dans le spectre initial, glisse de son fondamental vers la bande fréquentielle qui siège au-delà de 2000 Hz. En effet, la bande passante des aigus que perçoit l'oreille anglaise impose à la fourniture bucco-pharyngée, par contre-réaction audio-vocale, une structure telle que son fondamental, qui se trouve nécessairement dans les graves. Du fait des possibilités limitées du larynx, 300 Hz, ne peut être maintenu dans son émission initiale puisque l'oreille ne le sélecte pas. On assiste ainsi à une véritable glissade
vers les aigus, phénomène à l'origine de la diphtongaison. Si l'on tente de rapprocher cette bande auditive de la précédente, c'est-à-dire si l'on veut comparer l'oreille anglaise à l'oreille française, il tombe dès lors sur le sens que leur rencontre est malaisée. Ce n'est un secret pour personne en effet que pour l'oreille française l'anglais est difficile à percevoir. Il est à noter que la langue américaine, qui offre une bande plus basse que l'anglais avec une pointe culminante à 1500 Hz, est mieux perçue par l'oreille française que ne l'est l'anglais d'Oxford. On perçoit dans chacune des deux langues, française et américaine, une narration marquant une sélectivité accrue au niveau de la même bande passante. Figure 4. Courbe allemande. La figure 4 est celle de la courbe moyenne de l'audition allemande. On y relève la large bande passante partant des graves et s'échelonnant jusqu'à 3000 Hz. La sensibilité se trouve surtout accusée dès le 250 Hz pour atteindre 2000 Hz avec amplitude plus importante entre 500 et 1000 Hz. La largeur de la bande passante allemande, lui, permet d'intégrer avec aisance les phénomènes appartenant à d'autres langues, pourvu que ces phénomènes s'inscrivent dans sa bande d'enregistrement. À cette large bande passante s'ajoute une très importante caractéristique de l'oreille allemande, un temps de latence relativement long. Ces deux paramètres, largeur de bande et temps de latence, impliquent dans l'émission vocale une poussée pharyngée propre à l'allemand. Cette poussée pharyngée est d'ailleurs pour nous associée au réflexe postural observé dans cette ethnie. Ce réflexe audio-postural n'est pas d'ailleurs observable seulement chez les Allemands. On peut dire que chaque ethnie a la posture de son langage, conséquence, rappelons-le, de sa manière d'entendre. Figure 5. Courbe espagnole. Le diagramme de la figure 5 est celui de l'audition espagnole. On y découle la grande sensibilité de cette audition à l'intérieur d'une large bande grave G, s'étalant jusqu'à 500 Hz, et à un niveau d'intensité moins élevé dans une étroite bande allant de 1500 à 2500 Hz. Accusant un sommet vers 1800 Hz. La sensibilité se trouve très réduite dans les aigus. Le sommet à 250 Hz introduit dans la réaction audio-vocale la jota, tandis que l'absence de perméabilité dans les aigus au-delà de 2500 Hz fait comprendre la lourdeur des sifflantes espagnoles, le glissement des F en H aspiré. Les difficultés que rencontre un espagnol pour intégrer les langues étrangères se trouvent ici justifiées par simple lecture de ce diagramme. Nous avons exposé dans le chapitre 1 la théorie de la sélectivité auditive. Si l'on pousse plus loin expérimentalement l'étude de ces différentes langues, l'on s'aperçoit qu'il existe également de très grandes différences entre ce qui concerne la sélectivité propre à chaque oreille ethnique. Certains peuples ont une sélectivité restreinte, d'autres, au contraire, une sélectivité très étalée. Voici par exemple, figure 6, une comparaison de l'oreille italienne et de l'oreille française sur le plan de leur sélectivité respective. Figure 6. D'une oreille italienne, la bande passante s'inscrit entre 2000 et 4000 CS. Comme on peut le constater, l'oreille italienne voit sa sélectivité s'inscrire entre 2000 et 4000 Hz. Elle est nulle entre 1000 et 2000 Hz, alors que l'oreille française, au contraire, est riche entre 1000 et 2000 Hz, et peut expliquer l'apparition déjà signalée des nasales dans la langue française. Bande de sélectivité d'une oreille type française, limitée entre 1000 et 2000 CS. Les Slaves, en revanche, ont une sélectivité très étalée, avec une affinité plus grande vers les graves. Leur voix est large et chaude, leur recherche sélective très étendue, contrairement à celle des Français et des Italiens, leur permet de percevoir toutes les consonances. Pour s'en convaincre, il n'est que d'examiner la figure représentant le champ sélectif d'une oreille russe s'étendant dans son grave au son extrêmement aigu. Figure 7. Champ sélectif d'une oreille russe s'étendant des sons graves au son extrêmement aigu. C'est cette faculté qui permet aux Slaves d'enregistrer toute la gamme des sons linguistiques. On sait d'ailleurs avec quelle facilité ils apprennent les langues étrangères. Ce phénomène, qui peut nous laisser souvent admiratifs et légèrement dépités, est dû simplement à leur grande perméabilité auditive. Pour ne pas alourdir cet ouvrage, c'est volontairement que nous nous bornons à citer quelques exemples. Il est évidemment indispensable d'étudier, sur le plan audio-psychophonologique, toutes les idiomes employés par l'être humain.
Nos recherches portant jusqu'alors sur les centaines de langues ne nous ont permis de décider que 12 manières différentes d'entendre, chaque groupe présentant une combinaison différente des deux paramètres, bande passante et temps de latence. Ainsi, par exemple, la langue arabe se caractérise par une bande passante du type espagnol et un temps de latence de type allemand. La langue portugaise a les caractéristiques de la langue slave, bande passante et temps de latence, si bien qu'elle résonne comme de l'espagnol autocontrôlé par une oreille slave. Expérimentalement, il est amusant de vérifier ce fait en faisant passer une phrase portugaise à travers des filtres dont la courbe de réponse est celle d'une oreille espagnole. Pour qui comprend l'espagnol, la phrase portugaise devient alors très aisément compréhensible. Cette analyse rapide de quelques audiogramme ethniques permet de concevoir les différences fondamentales qui existent entre les diverses façons d'entendre chez des sujets parlant des langues différentes. À partir de ces diagrammes, des techniques de conditionnement auditif ont été mis au point en tenant compte d'une part des courbes spécifiques de chaque langue et d'autre part du temps d'accommodation plus ou moins rapide et complexe, caractéristique de la langue étudiée. Chaque langue possède en effet un temps moyen d'émission de chaque syllabe appelé temps de latence, conditionnement à la réponse de l'adaptation laryngo-résonantielle, origine de l'intonation. L'oreille électronique à effet Tomatis. Dès 1952, comme preuve de l'application de ces théories, le docteur Tomatis concentra ses efforts de recherche sur la mise au point d'un appareil susceptible de modifier la manière d'entendre, et par voie de conséquence la façon de parler d'un sujet. Son souci fut également de créer un véritable conditionnement audio-vocal obligeant l'oreille à utiliser un mode d'accommodation déterminant une manière d'entendre typique d'une langue et entraînant le geste vocal correspondant. Tomatis, dans une communication à l'Académie nationale des médecines, a exposé en 1960 les principes fondamentaux du conditionnement audio-vocal enclenché à l'aide de cet appareil. Nous reproduisons ci-dessous un résumé de cette communication. Soit un geste vocal G1 correspondant à une émission E1 et répondant à une audition globale A1 pour substituer à l'émission E1 et donc un geste vocal G1, un geste vocal G2 et une émission E2, il y a lieu de conditionner l'audition à un nouveau mode d'accommodation qui détermine la manière d'entendre A2. Pour réaliser ce conditionnement, le montage suivant a été réalisé. Figure 8. Un microphone, M, attaque à un amplificateur d'où émanent deux circuits différents. Ces deux circuits réalisant deux canaux qui ne fonctionnent pas simultanément. Pour une intensité donnée, modifiable à volonté, le canal C reste seul ouvert et il est réglé de telle sorte qu'il met l'oreille en état de relaxation complète. Le tympan est alors à son minimum de tension dans un état de non-accommodation. On peut dire alors, en procédant par analogie avec la vision qu'il est à son momentum, il atteint ainsi une position de relâchement total avant de se tendre à l'écoute déterminée par le réglage du canal supérieur. En effet, dès l'émission d'un son de la part du sujet ou d'une autre source sonore provenant par exemple d'un magnétophone, dès qu'il s'ajoute au bruit ambiant préexistant une intensité complémentaire, le canal C se ferme et seul le canal C2 s'ouvre. Ce deuxième canal électronique va contraindre l'oreille à un autre mode de contrôle choisi préalablement répondant à l'émission de la langue à étudier. L'ouverture du canal C2 se fait par un système dit de bascule, permettant de passer automatiquement de la manière A1 d'entendre inhérente au geste G1 à la manière d'entendre A2 propre au geste G2 recherché. L'émission sonore terminée, l'intensité réduite de temps fait basculer le système en sens inverse et C1 s'ouvre tandis que C2 s'évanouit. Ce cycle recommence chaque fois que le sujet veut parler et le conditionnement apparaît très vite. Dès les premiers jours apparaît une séance d'une demi-heure, subsiste une rémanence d'une demi-heure environ. Au bout de 2 semaines, elle reste permanente. D'ailleurs, ce jeu de bascule peut devenir rapidement un phénomène conscient et déterminer à loisir la possibilité d'entendre ce que l'on veut.
Dans le but de modifier ensuite le rythme de l'intonation de la langue choisie, il a été déterminé des temps d'enseignement de la bascule correspondant au temps de latence caractéristique de la langue. Chaque langue possède en effet, rappelons-le, un temps moyen d'émission de chaque syllabe, 0,15 secondes pour le français, 0,20 pour l'anglais, etc. Pour ceux que cet exposé assez austère aurait rebuté, on peut dire moins scientifiquement que l'oreille électronique, à effet Tomatis, permet de surimposer à tout sujet, même réfractaire, une audition prédéterminée, obligeant ainsi à entendre suivant une accommodation désirée. Comment cette éducation se réalise-t-elle? L'oreille électronique est essentiellement un appareil d'éducation auditive. Or, l'on sait que l'audition humaine n'est que le résultat d'une longue utilisation de la 8e paire des nerfs crâniens, celle-ci qui prend naissance au niveau de l'organe sensoriel de l'oreille, siège dans l'oreille interne et se projette sur le téléencéphale au niveau des centres d'acquisition du langage. Cet organe sensoriel par excellence se comporte d'ailleurs comme un morceau de peau différencié hautement spécialisé pour la détection des variations de pression acoustique, mais il ne vaut que par l'usage que l'on sait en faire. De même, une vue excellente ne servira à rien si les paupières restaient fermées. Mieux encore, une rétine impeccable rendrait bien peu de service si le cristallin correspondant ne permettait la concentration de l'image. En d'autres termes, le nerf optique, la rétine en l'occurrence, ne vaut que parce que nous savons nous en servir. Il en est de même pour le capteur auditif qui doit s'adapter au milieu sonore qui l'environne. C'est à l'oreille moyenne que revient cette possibilité d'accommodation, et c'est à elle que nous nous adressons en utilisant l'oreille électronique. L'adaptation de l'oreille moyenne se fait par le jeu des contradictions du muscle du marteau et du muscle de l'étrier, la première agissant sur la convexité imposée sur le tympan, qui se comporte alors comme une lentille acoustique, sorte de cristallin auditif, le second, celui de l'étrier, régulant le jeu de l'oreille interne, qui sait, à la manière d'un prisme dont l'angle ou sommet est de 2 à 3 tours de spire, étaler la gamme des sons en spectre acoustique en arc-en-ciel sonore. Cette accommodation, plus ou moins rapide, plus ou moins complexe, détermine la position spatiale de la chaîne ossiculaire et permet d'ouvrir telle ou telle bande passante auditive d'agrandir selon les besoins du diaphragme d'ouverture. L'oreille électronique impose ce jeu à l'oreille en modifiant à volonté la bande passante. L'on ouvre, le mot n'est pas trop fort, l'oreille au son électif d'une langue d'ailleurs, qu'il s'agisse de l'assimilation d'une langue maternelle ou de l'intégration d'une langue étrangère, le processus reste le même. S'ouvrir aux langues, c'est avant tout se brancher sur les longueurs d'onde de ce langage, mais pour être intégré puis reproduit correctement, le message oral doit être tout d'abord bien entendu. C'est ce que permet l'oreille électronique. Par un jeu de filtres, cet appareil offre en premier lieu les possibilités d'une ouverture diaphragmatique auditive sur telle ou telle bande passante, simple fait qui détermine déjà une réponse laryngo-résonantielle adaptée à l'usage des filtres imposés. En second lieu, il fait apparaître le temps de latence inhérent à l'accommodation choisie, qui conditionne le temps de réponse de l'adaptation laryngo-résonantielle origine de l'intonation. Comme nous l'avons déjà signalé au chapitre 3, in fine, l'oreille électronique permet donc de supprimer à tout sujet, même réfractaire, cette manière d'entendre, l'obligeant ainsi à percevoir les sons suivant une accommodation désirée, fonction de l'ouverture diaphragmatique de l'audition, sur la bande passante élective et du temps de latence inhérent à cette accommodation. Cette préparation est essentielle dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Dès que le message est perçu correctement, l'intégration est immédiate et la reproduction parfaite, puisque la phonation est étroitement liée au mode de perception auditive et que toute modification de l'audition entraîne ipso facto une modification de la phonation dans ses différents paramètres, rythme, timbre, intensité, mélodie, etc. Les structures acoustiques de ces paramètres impriment dans l'oreille leur pénétration en fonction du codage qu'elle arrive à déterminer. Elles éveillent les conditionnements qui préparent les cellules sensorielles à être excitées électivement à telle ou telle fréquence. Si donc l'on introduit dans le circuit d'autocontrôle de l'audition une oreille électronique accordée sur une autre façon de parler, sur une langue étrangère, en l'occurrence,
Tout le circuit neuromusculaire du sujet se met à travailler sur ce rythme étranger. Cette gymnastique, car c'en est une en définitive, qui nous rend aptes à entendre et à parler d'une certaine manière. Le schéma ci-dessous montre comment l'autocontrôle, audition, phonation se trouve engagé par l'intervention de l'oreille électronique dans un mimétisme inconscient. Celui qui arrive à cet automatisme auditif est définitivement conditionné. Tout son circuit neuromusculaire qui a travaillé sur un rythme étranger va s'établir peu à peu dans un état de rémanence par la mémorisation cérébrale de ces nouvelles activités et par l'entraînement musculaire. Désormais, le sujet sera pour ainsi dire contraint d'entendre parfaitement et de prononcer avec une correction totale et une intonation exacte les phénomènes et les sémanthèses étrangères sont qu'on les lui propose comme modèle à imiter, soit qu'il ait à placer la langue étrangère sans autre guide que l'image sonore que lui fournit sa mémoire auditive. En bref, c'est comme s'il lui avait été donné ce que d'autres se plaisent à appeler le don des langues. Mais ce don de parler les langues, qui est le don bien connu et le privilège des Slaves, et que nous avons lu en clair sur l'audiographe de l'oreille russe, n'est en définitive que le fait d'une audition particulièrement étendue dont la diaphragme largement ouverte permet d'inclure sans difficulté les bandes passantes des autres langues. Du don des langues auréolées et son mystère, nous parvenons à l'aptitude innée ou acquise d'entendre les langues. Désormais, l'américain de Brooklyn ou le cockney de Londres, coiffé des écouteurs et placé devant le micro de l'oreille électronique, finira par parler anglais, du roi avec le plus pur accent d'Oxford, dès que le système de filtre lui aura imposé cette façon d'entendre. C'est d'ailleurs ce qui devrait se passer, mais avec une intensité bien moindre, dans l'étude traditionnelle de langage. On sait combien il est profitable, sinon toujours efficace, d'apprendre la langue dans le pays d'origine. C'est que l'oreille est alors plongée dans l'ambiance ethnique voulue, mais on ne voit qu'exceptionnellement un Français transporté à Londres prendre instantanément l'accent anglais, alors que ce phénomène est rapidement accusé par l'emploi de l'oreille électronique, et ceci tout en restant en France. Dès que le sujet parle, dès qu'il enclenche la chaîne parlée, son audition se trouve modifiée de telle manière que tous les sons passent obligatoirement dans un canal sélectif qui accorde de façon prédéterminée sur les caractéristiques de la langue à étudier. La machine a pour but d'imposer au système auditif d'un système une audition conforme à celle des autochtones du pays dont il étudie la langue et pour cela d'ouvrir son oreille aux bandes de fréquences qu'il n'entendait pas auparavant. L'effet Tomatis explique que l'initiation clonétique se trouve par là même instantanément réalisée et ceci sans qu'il soit demandé à l'élève linguiste un effort quelconque pour reproduire les sons et les groupes sonores qui jusque-là lui étaient étrangers. Tout se passe comme si les organes de son système audio-vocal et toutes les zones cérébrales intéressées étaient immédiatement adaptées, exercées et renforcées. C'est là une expérience la plus spectaculaire à laquelle il soit donné d'assister. Une phrase anglaise, par exemple, émise par le professeur à travers cette technique, se trouve presque d'emblée reproduite par l'élève avec une fidélité étonnante. Le phénomène le plus frappant qui s'y associe est la libération psychique que fait apparaître un tel procédé. Dans les systèmes anciens d'apprentissage des langues, l'homme marquait en effet chez l'individu en conditionnement une inhibition par peur du ridicule qui provenait de son incapacité à reproduire, ad eternum, les sons proposés. L'emploi de l'oreille électronique permet aujourd'hui non seulement d'éviter ces gènes supplémentaires, mais encore d'euphoriser l'étudiant. Ce conditionnement auquel l'oreille est soumise au cours de la période d'intégration de la langue vivante choisie peut s'opérer de deux façons. Ou bien le sujet est coiffé d'un casque branché sur un ensemble oreille électronique et dispositif d'enseignement assurant une audition correcte, répète ce que le professeur lui transmet, l'intégration auditive s'opérant parallèlement à l'étude proprement dite de la langue. Ou bien il travaille seul à acquérir ce conditionnement. L'appareil lui transmet directement des éléments phoniques provenant d'un magnétophone ou ouvrant l'oreille à l'audition correcte de la langue étrangère. L'expérience montre qu'il suffit pour un sujet normal de 50 à 100 demi-heures de travail avec l'oreille électronique
pour que, par la mémorisation cérébrale et par l'entraînement musculaire enclenché, se crée une rémanence définitive que l'on puisse considérer que cette aptitude, ce don, soit désormais permanent par rapport à la langue étudiée. De cela découlent plusieurs conséquences. 1. Comme l'expression orale est liée, sans contredit possible, à un certain comportement physique et à une certaine mimique, on peut à bon droit penser qu'en même temps que le pouvoir d'expression, le sujet conditionné a plus ou moins acquis le comportement physique de ceux dont il apprend la langue. 2. Par ailleurs, la formation intellectuelle, sensible, morale et sociale d'un individu est, pour une grande part, le résultat d'habitudes linguistiques représentant l'acquis des siècles passés à l'image des caractères nationaux. De la même manière, ce comportement physique, conséquence et expression d'une aptitude mentale particulière, prédispose l'élève linguiste à s'adapter progressivement au comportement des étrangers dont il assimile le langage en attendant que la compréhension profonde et réflexe des sémantèmes le fasse pénétrer plus avant dans la connaissance de leur âme et le conduise à comprendre intimement leur façon de penser, de sentir et d'agir. 3. Par l'aisance même que grâce à l'emploi de l'oreille électronique, chacun éprouve à bien prononcer et s'ensuit une amélioration de la mémoire auditive, qualité essentielle et indispensable à l'étude d'une langue. Il est évident qu'il ne faut pas minimiser la contribution que le sujet doit apporter sous forme d'efforts personnels, mais sa motivation demeurant incontestablement un élément majeur. Elle doit être soutenue par la suppression des inhibitions initiales. Ces inhibitions proviennent de l'inintelligibilité de la langue parlée, étudiée et, par voie de conséquence, de l'incapacité fondamentale où le sujet se trouve de la reproduire. Sans ce conditionnement, l'intelligibilité elle-même rend l'élève inerte devant toute tentative d'émission articulée qu'il se sait incapable de contrôler correctement. Il lui semble vain en effet de s'épuiser à répéter des sons, sans pouvoir en déterminer et en régler la reproduction aisée. En conclusion, s'il fallait résumer les mérites de l'oreille électronique dans son rôle de prologomène indispensable à toute étude de langue étrangère, nous reprendrions les termes dont usa le docteur Tomatis devant l'auditoire averti du palais de l'UNESCO en 1960. L'oreille électronique permet de créer le climat ambiant si indispensable à l'inhibition psychologique d'une langue étrangère. Au surplus, son influence est très euphorisante par la facilité de locution qu'elle procure, le déclenchement automatique qu'elle suscite au niveau du mécanisme des organes de la phonation qui s'adapte immédiatement à l'usage de la langue choisie, la rapidité d'intégration qu'elle entraîne et qui s'avère souvent déconcertante. En quelque sorte, achevait Tomatis, nous recréons les conditions auditives d'intégration de départ, celles qui nous ont permis d'assimilation de langue maternelle. L'oreille électronique et les techniques audiovisuelles. On ne saurait trop inciter sur la valeur pédagogique des nouvelles technologies audiovisuelles mises au service de l'intégration des langues vivantes. Comme l'indique précisément le terme audiovisuel, cet enseignement fait appel aux deux principaux organes sensoriels de la connaissance, l'audition et la vision. Mais tandis que sur le plan visuel, le but est atteint en permettant à l'élève de contrôler par l'image ce que représente l'objet à étudier, il subsiste sur le plan auditif une grande incertitude quant à l'intégration du message oral. Il n'est qu'à vérifier les distorsions extraordinaires obtenues dans la bouche du sujet qui répète pour se rendre compte à quel point, en vertu des lois régissant de la relation directe audio-phonation, le message n'a pas été bien entendu. C'est précisément pour pallier cet inconvénient que l'emploi de l'oreille électronique a été introduit au sein de ces nouvelles techniques, car s'il est vrai que certaines initiatives en matière linguistique ont échoué au cours de ces 10 dernières années, et que de nombreux laboratoires de langue se sont vus partir à l'abandon, il n'en reste pas moins que nous pouvons considérer aujourd'hui ces méthodes d'apprentissage comme des moyens actifs d'acquisition d'un langage bien structuré, bien articulé, bien intégré. Sans vouloir élever ces techniques au niveau d'une panacée, nous pensons qu'il est nécessaire de faire le point et d'évoquer les conditions dans lesquelles doit être réalisée cette initiation linguistique. Nous allons nous efforcer de mettre en évidence les différents aspects de la véritable intégration
afin que les techniques audiovisuelles puissent trouver aux yeux et surtout aux oreilles de nos lecteurs l'écho favorable qu'elles sont en droit d'obtenir au sein de la pédagogie moderne. La réussite d'une telle entreprise exige l'analyse détaillée des processus psychophysiologiques mis en cause dans cette démarche qui est l'acquisition d'une langue étrangère. Le laboratoire de langue constitue, de nos jours, une aide précieuse pour l'enseignement et l'enseigné par les conditionnements qu'il provoque au niveau des centres auditifs et visuels. C'est volontairement que nous avons placé l'audition avant la vision, car il nous plaît de rappeler que pour apprendre une langue, il faut avant tout l'entendre. L'introduction à l'intérieur de cette pédagogie active de l'oreille électronique à effet tomatis demeure très importante par l'apport sensoriel considérable qu'elle relie dans le domaine de la transmission du message sonore et de sa reproduction intégrale. Elle assure une écoute parfaite de tous les éléments de la chaîne parlée spécifique de la langue à étudier et, par voie de contre-réaction, permet à l'élève linguiste de reproduire exactement ce qu'il a parfaitement entendu. Ainsi, grâce au montage magnétophoné oreille électronique, l'acquisition d'une langue devient chose aisée. Nous allons maintenant aborder les conditions dans lesquelles doivent se pratiquer les techniques audiovisuelles qui ont pour but, rappelons-le, d'adopter à l'élève non seulement un rappel au cours fondamental du maître, mais aussi des exercices de langue courante sous forme de travaux pratiques. Le sujet livré à lui-même devant l'appareillage suit des yeux l'image qui lui est jetée, tandis que le texte s'y reportant lui est injecté dans les oreilles par un casque d'écoute relié à un magnétophone. Il est bon de faire remarquer ici l'intérêt de cet enseignement individuel qui permet à l'élève de se disposer de la machine suivant son rythme personnel, sans intervention extérieure dans une progression déterminée par sa propre vitesse d'intégration. Il s'établit ainsi un jeu de répétition volontaire, facile, agréable, amusant. Toute acquisition linguistique ne demeure-t-elle pas le jeu humain le plus passionnant, pour peu qu'il soit bien conduit? Mais la fragilité que l'on rencontre chez le nourrisson lors de la constitution de son circuit audio-vocal se trouve encore accrue chez l'adulte. Et cela parce que les inhibitions sont chez lui plus grandes, plus fortes encore, sa position sociale l'invite à se raidir, sa peur du ridicule l'éloigne de ce jeu de construction linguistique. L'habitude qu'il a de mettre en œuvre à tout moment son intelligence pour assimiler une chose nouvelle non seulement ne lui rend aucun service, mais encore gêne sa progression. Or, ce qui importe au départ, c'est la mise en place de ce rail, de ce réseau que doivent peu à peu installer les différentes lignes et les diagrammes d'écoulement verbaux. La cristallisation sémantique s'effectuera par la suite, sans confusion ni bousculade. Il ne sert à rien, en effet, de vouloir tout comprendre du premier coup. Ce n'est pas ainsi que l'homme a commencé l'apprentissage de sa langue maternelle. Sans doute, le besoin d'aller vite perturbe-t-il ce premier stade, mais à quoi bon se hâter? Il est bien évident que le système phonatoire de l'adulte soumis depuis de longues années à l'usage de la langue maternelle n'a plus besoin d'un temps aussi long que celui nécessaire au nourrisson pour élaborer ses structures auditives et verbales. La maturation dont bénéficie l'adulte lui permettra de brûler les étapes, mais ne le dispensera pas de les traverser. Parmi ces étapes, celle de l'intégration auditive demeure essentielle. Peu importe de savoir si l'élève fait l'image visuelle qui lui est présentée sur l'écran, une image mentale tant soit peu différente de celle de son voisin, la structure sémantique de la vision dispense à chacun une valeur globale à peu près identique. Il n'en est pas de même pour l'audition. En l'état actuel des techniques courantes, on ne sait pas en effet comment fonctionne et analyse le capteur auditif, appareil essentiel du circuit audio-phonatoire. De sa régulation et d'elle seule dépend tout le jeu d'acquisition volontaire des mouvements articulatoires et ne font appel que de très loin aux mouvements automatiques normaux. Le langage n'est fait, on doit sans cesse l'avoir présent à l'esprit, que de mouvements secondaires, organisés, hautement élaborés, qui ne sont le propre de l'homme qu'en tant que ce dernier jouit pleinement de ses facultés. Si le capteur auditif est défectueux, ou seulement figé dans une position et une seule, sans qu'il lui soit possible de modifier inconsciemment sa position synesthésique, tous les moyens pratiques exercés seront sans effet. Tous les enregistrements, si perfectionnés soient-ils, s'atasseront comme dans d'autres choses dans le fond d'un placard, attendant sous une pellicule de poussière quelques nouvelles poussées velléitaires.
Ce sera moins la méthode en l'occurrence qu'il faudra incriminer que les facteurs d'intégration auditive. Toute l'ingéniosité mise au service de la pédagogie ne servira à rien si la porte d'entrée, c'est derrière l'oreille, reste fermée au message linguistique. Il faut tout d'abord s'assurer que la porte est parfaitement ouverte, que l'audition est prête à recevoir le son particulier de la langue qu'elle doit assimiler, sans cela les efforts seront vains. C'est pourquoi l'oreille électronique doit être associée au magnétophone du laboratoire des langues, en permettant aux facteurs d'intégration auditive de se modifier à l'aide de la bascule électronique qu'il contient. L'appareil déclenche la surimposition d'une autre manière d'entendre, entraînant un autre mode d'écoute et déterminant par là une variante dans le mode de contrôle dont dépend la remise en route du phénomène initial. Les résultats si étonnants que nous apportent ces nouvelles techniques audio-vocales proviennent simplement du fait qu'elles créent électroniquement le milieu d'inhibition acoustique indispensable à la remise en place du dispositif d'autocontrôle. Le reste, la phonation, ne peut qu'en découler naturellement. Il est certain que les effets de l'utilisation de l'oreille électronique seront d'autant plus efficaces qu'ils seront conjugués avec l'emploi d'une méthode logique d'enseignement des langues, fondée sur l'acquisition progressive et coordonnée des groupes importants sens. Le problème pédagogique reste entier, et l'on ne saurait trop insister sur la nécessité d'adjoindre à cette technique une méthode d'apprentissage tenant compte des mécanismes profonds de l'intégration d'une langue. Le laboratoire de langue a justement pour but de promouvoir ces techniques dans une large perspective d'intégration sensorielle sans laquelle tout apprentissage langue s'avère inutile. Comme il a été dit plus haut, une langue vivante s'apprend en l'écoutant. Le rôle de l'oreille dans l'acte phonatoire a acquis de nos jours force d'évidence. L'oreille doit non seulement capter le son, le malaxer, le transformer, le peser et l'analyser, elle doit aussi le distribuer au niveau du clavier des neurones sensoriels, dont l'excitation par induction de nombreux circuits détermine l'image sonore définitive. L'oreille est le chef d'orchestre de la parole sous tous ses aspects. Volume de la voix, ton, rythme et débit dépendent d'elle. Il importe donc de s'assurer du parfait comportement de l'oreille devant la formation inaccoutumée de la langue à étudier qui fait appel à une posture auditive différente en tout point de celle dans laquelle la langue initiale maternelle l'a fixée. Le laboratoire doit permettre à l'oreille d'ouvrir largement son pavillon de la formation linguistique et de régler automatiquement son ouverture sur la bande d'informatrice d'émission. Il doit aussi donner la possibilité de juguler l'émission des répétitions faites par l'élève. Tout acte phonétique doit en effet être contrôlé par le capteur auditif qui guide le déroulement articulatoire jusqu'à la restitution intégrale. Ainsi, l'élève doit-il s'entendre à son tour parler. Nous l'avons déjà signalé à plusieurs reprises, s'entendre et parler d'une certaine manière, c'est s'entendre d'une certaine manière. Lors de l'émission, l'oreille tient en son pouvoir de jouer le pilote de régler cybernétique. L'intensité, le timbre, l'intonation, les inflexions, d'assurer le contrôle sémantique. Parler une langue, c'est adapter sa propre écoute aux fréquences acoustiques de cette langue. L'oreille adopte, pour y parvenir, une posture spécifique pour chaque langue, ce qui lui permet de modifier à loisir les contre-réactions articulatoires qui font varier l'émission à par là, la coulée verbale, témoignage d'un nouveau codage neuronique. Ainsi, l'oreille profile son audition sur la bande passante spécifique de la langue à intégrer. Il en résulte une manière d'étendre qui se moule sur la courbe d'enveloppe de ce nouvel atome. Les sons émis dans une langue comportent en effet de multiples objets sonores ayant une allure, une taille, une morphologie spécifique de la langue. L'oreille électronique a justement pour but de faire entrer l'élève linguiste dans le monde sonore de celui dont il veut adopter le langage. L'expérience nous a permis de dégager quelques règles qu'il est essentiel de connaître pour obtenir l'efficacité désirée. L'oreille électronique devra être utilisée pendant une période préliminaire d'antérieure aux premières leçons d'enseignement de la langue proprement dite, dans le but exclusif de conditionner l'appareil auditif et phonatoire. 2. Si l'on a affaire à des élèves ayant déjà commencé depuis un temps plus ou moins long l'étude de la langue, ayant une prononciation et une audition déficientes, la meilleure méthode sera de repartir à zéro et de reprendre l'étude de la langue proprement dite qu'après une période d'utilisation de l'oreille électronique, visant uniquement le conditionnement de l'appareil audio-phonatoire. 3. Si pour une raison quelconque on désire ne pas interrompre l'étude de la langue,
il y a lieu de consacrer 10 minutes ou un quart d'heure de chaque leçon à des exercices purement phonétiques, sous oreille électronique. 4. Quelle que soit la durée de l'utilisation de l'oreille électronique, cette utilisation devra avoir pour but essentiel l'intégration progressive et méthodique de tous les sons gris ou à intonation spécifique de la langue étudiée, c'est-à-dire des éléments de la chaîne parlée les plus difficiles à acquérir chez un élève d'une autre nationalité. Son emploi sera d'autant plus efficace que le programme et la progression seront adaptés aux déficiences particulières de chaque élève, notamment à l'aide du test audio-vocal préalable dont il sera parlé plus loin. 5. Si l'on tient à ce que les exercices phonétiques effectués à l'aide de l'appareil préparent plus efficacement l'étude de la langue proprement dite, les groupes de sons choisis pour ces exercices pourront constituer les mécanismes essentiels de l'apprentissage de départ. Même si l'élève ne comprend pas et s'il ne voit dans leur répétition qu'un pur exercice phonétique, il sera néanmoins placé dans une situation identique à celle de l'enfant très jeune qui, en même temps qu'il acquiert progressivement les sons et le comportement de sa langue maternelle, fixe peu à peu dans ses réflexes le sens de l'emploi des groupes, phonèmes ou sémantèmes qui entend autour de lui. Il ne serait donc pas inutile d'utiliser parallèlement à l'exercice phonétique une projection synchrone de vue ou d'image fixe destinée à donner une première notion ou moins précise du sens. 6. Bien qu'en général une seule répétition de groupe de sons soit suffisante, le professeur ou le moniteur devra cependant demander à l'élève de faire l'effort de répéter chaque groupe, au besoin plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ait acquis une prononciation intelligible et, si possible, parfaite, répondant à un conditionnement audio-vocal de bonne qualité. Comme l'élève, grâce à l'oreille électronique, entend parfaitement sa propre voix. L'emploi conjugué d'un magnétophone à double piste permettant l'autocontrôle est particulièrement recommandé. 8. Enfin, l'on ne saurait passer sous silence l'impérieuse nécessité d'utiliser dans les laboratoires de langue un matériel dont les caractéristiques répondent à des normes de très haute qualité. Tous éléments défectueux dans la chaîne de montage du système verbal risquent de compromettre non seulement la bonne transmission du message que l'on veut faire entendre, mais encore son intégration, qui peut être rendue d'autant plus efficace que les alternations survenues au cours de la route en modifiant entièrement l'allure initiale. Quelles sont donc les précautions à prendre et les principales imperfections à éviter? Ces dernières peuvent se rencontrer dans tous les éléments de montage. Aussi, l'enregistrement devra-t-il être d'excellente qualité. Les temps laissés pour les répétitions dites blancs sonores seront judicieusement répartis. Les magnétophones traduiront fidèlement ce que la bande contient, sans aucune distorsion. La linéarité qu'il faut exiger est absolument nécessaire jusqu'à 12 000 Hz. Par exemple, pour l'anglais, il nous a été donné à maintes reprises de voir des laboratoires entiers partir à l'abandon, laisser les élèves à cause de magnétophones dont les courbes, toutes différentes les unes des autres, introduisaient des distorsions rendant méconnaissable les signaux acoustiques de départ. S'il est demandé à l'élève en posture d'écoute de corriger ou de happer à tout moment au prix de grands efforts les messages sonores qui lui est transmis, il devient alors impossible d'atteindre l'intégration recherchée. L'abus des magnétophones a bon marché à créer en ce domaine des amoncellements de jouets néfastes. On a vu en effet, chapitre 3, la plasticité d'une courbe auditive qui sait se modeler sous coupure imposée et sur message qu'on a voulu confronter à la plage sonore. On comprendra alors qu'un appareil dont la courbe est tronquée à partir de 3 ou 4 000 Hz puisse engendrer un conditionnement auditif inverse de celui recherché. Il nous a même été donné d'effectuer des vérifications sur des magnétophones, dont la destination était pourtant d'éduquer l'oreille, pour lesquels tout commençait à s'évanouir dès les 500 Hz ou même le 300 Hz. Les normes actuelles admises permettent une chute dès le 5000 Hz, ne peuvent être défendues qu'à des fins commerciales, mais elles ne sont pas sans danger et restent dans le domaine de l'inefficacité. Sans vouloir nous étendre démesurément sur ces questions techniques, nous pouvons cependant affirmer que dans le domaine de l'audiovisuel, l'à peu près, en matière d'appareillage, conduit inéluctablement à un échec total.
En outre, nous devons insister sur le fait qu'un élève doit participer activement à cette initiation linguistique par un apport de volonté et d'effort. S'il est désormais vérifié que le rendement des méthodes de pédagogie active est découplé par l'utilisation de l'oreille électronique, il n'en demeure pas moins vrai qu'une fois l'appareil auditif et phonatoire conditionné, il reste à apprendre le langage avec sa grammaire et son vocabulaire. Il ne faut donc pas minimiser l'effort à fournir par l'étudiant. Toutefois, il est bon également de préciser que sa motivation, qui demeure sans conteste un élément majeur, se trouve largement facilitée par l'abolition des inhibitions de départ résidant dans l'intelligibilité de la langue parlée et, par voie de conséquence, dans l'impossibilité de la reproduire. Les techniques audiovisuelles, dont nous venons d'évoquer les principes, doivent ainsi, et ce sera la conclusion de ce chapitre, pouvoir rendre largement service aux professeurs en permettant à ses élèves d'ouvrir parfaitement leur oreille à l'enseignement qui leur est prodigué. Il ne s'agit plus alors d'un dialogue de sourds, mais bien d'un échange fructueux entre des individus capables de communiquer par l'intermédiaire d'un même langage correctement transmis. Le professeur, soulagé d'une besogne singulièrement lourde, est alors en mesure de faire intégrer à ses élèves toutes les subtiles, tous les éléments spécifiques de la langue dont il est le porte-parole. Sur un terrain parfaitement conditionné, il pourra transmettre avec aisance la culture et la psychologie émanant de l'ethnie qu'il représente. Comme nous l'avons signalé au début de ce chapitre, il n'est pas dans nos intentions de présenter ces techniques comme une panacée. Elles doivent certes rester des moyens au service de la pédagogie, mais elles constituent une aide indispensable aux professeurs de la langue vivante. Chapitre 6. Le test audio-vocal. Les lois fondamentales de Tomatis ainsi que les corollaires étudiés plus haut font apparaître la nécessité d'une connaissance précise des possibilités auditives de toute personne désirant étudier une langue étrangère. Cette mesure de l'audition peut s'effectuer aisément à l'aide d'une batterie de tests qui font l'appel à la fois directement aux facultés auditives du sujet indirectement par contre-réaction basée sur le principe de l'effet Tomatis et ses possibilités vocales. On peut distinguer deux sortes d'examens. 1. L'examen auditif. Celui-ci s'effectue à l'aide d'un appareil appelé audiomètre. Ce dernier comprend des générateurs de son, sorte de diapason électronique à fréquence pure, stable, sans harmonique et d'intensité mesurable. Les sons émis par l'audiomètre vont de 125 Hz à 8000 Hz, d'octave en octave. Chacune des fréquences présente une intensité variable pouvant s'étendre de 10 décibels à plus de 100 décibels, en allant de 5 à 5 décibels. L'examen s'effectue à l'aide d'un casque d'écoute et d'un vibreur. On procède en faisant entendre successivement chaque fréquence et en notant pour chacune d'elles le seuil d'acuité auditive. On obtient ainsi 4 courbes, 2 pour chaque oreille, la conduction aérienne et la conduction osseuse. L'audiométrie ainsi réalisée permet d'obtenir une courbe de seuil, c'est-à-dire des seuils minima ou mieux encore des seuils de minimum audible. On la dénomme audiométrie linéaire. Elle a été la première utilisée, sa simplicité et son caractère absolu permettant des études comparatives. Lorsqu'on a ainsi obtenu un audiogramme mettant en évidence la sensibilité de l'oreille du sujet aux fréquences pures, on procède à une étude de la sélectivité auditive. Ce test a pour but de faire connaître les zones, les bandes passantes dans lesquelles le sujet sait effectuer une analyse parfaite des sons reçus. On peut savoir ainsi s'il est plus sensible au son grave, au son intermédiaire ou au son aigu, ou à l'ensemble des fréquences. Les tests de spatialisation succèdent en troisième lieu à cette recherche de sélectivité et consistent à établir quel côté, droite ou gauche, parvient les sons envoyés par conduction osseuse. Il arrive souvent, pour les personnes ayant une mauvaise spatialisation, que certaines fréquences émises à gauche soient étendues à droite et vice-versa. Les erreurs sont alors notées sur l'audiogramme au niveau de chaque fréquence. Les résultats obtenus indiquent la capacité stéréophonique de l'examiné. Enfin, une étude de la latéralité auditive faite à l'aide d'un appareil spécialement conçu pour cette épreuve, l'audiolateromètre, permet de déterminer l'oreille dominante du sujet, celle qui assure le contrôle de la coulée verbale. À l'aide des résultats obtenus par ces différents examens de l'audition, on peut alors estimer les prédispositions de l'individu à l'égard d'une ou plusieurs langues étrangères.
L'examen vocal permet de compléter la mesure des capacités auditives du sujet. Effectivement, suivant le principe de la contre-réaction audio-vocale, effet Tomatis, l'analyse de la voix indique avec précision la manière d'entendre correspondante. Pour une oreille particulièrement exercée, l'écoute de la voix parlée peut déjà donner des indications très précieuses pouvant être confirmées ensuite par des analyses instrumentales. L'examinateur peut apprécier le timbre de la voix, l'intensité, la modulation, la latéralité faciale, en jugeant si la personne parle à droite ou à gauche, autant d'éléments qui lui indiquent les capacités d'analyse acoustique du sujet de l'épreuve. Une voix bien timbrée, par exemple, émise avec une intensité suffisante et mobilisant la face droite, indique des possibilités importantes d'analyse et de contrôle de langage. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ces premières investigations concernant la voix peuvent être approfondies par des examens instrumentaux faits sur un analyseur panoramique, sonographe ou à l'aide d'un nouvel appareil appelé phono-intégrateur. La voix du sujet enregistré est alors décomposée suivant différents processus permettant d'individualiser chacun des éléments caractéristiques en fréquence, intensité, durée, et obtenir ainsi les caractéristiques spectrales de la voix correspondante. On s'en souvient à celle de l'audition du sujet. Ces dernières recherches ne se font en réalité qu'en laboratoire. Des tests plus simples ont été mis au point, tels que ceux effectués à l'aide de l'audiométre et permettant d'avoir une idée précise des possibilités d'intégration auditive d'un individu à l'égard de l'apprentissage d'une langue étrangère. Qu'il nous soit permis d'insister sur l'utilité de tels examens, qui permettent d'éviter de fâcheuses erreurs d'orientation, et par là même une perte de temps considérable, tant pour l'enfant que pour l'adulte. Ces tests audio-vocaux, à notre avis, devraient être appliqués systématiquement avant tout apprentissage d'une langue vivante. Ils épargneraient bien des mésaventures aux futurs candidats linguistes, en le dépensant de s'engager dans l'étude d'une langue qu'il n'est pas apte à entendre, c'est-à-dire à intégrer. En vérité, grâce à l'oreille électronique, à effet Tomatis, une grande part de ces difficultés s'aplanissent effectivement. Ne pas entendre une langue, c'est ne pas posséder la bande passante de la langue que l'on veut intégrer. Or, l'oreille électronique, par une préparation auditive, entraîne une modification de la courbe, un élargissement de la bande passante et rend ainsi l'élève capable de prendre telle posture auditive devant provoquer, ipso facto, telle ou telle posture de tout l'appareil bucco-pharyngé. Le test audio-vocal a justement pour but de faire connaître comment on doit conditionner l'enfant pour qu'il puisse ensuite accéder à la langue choisie. En cas de défaut de sélectivité ou de spatialisation ou de latéralisation, un traitement préalable sous oreille électronique devra être envisagé afin de lever les barrages constitués par le défaut initial. La répétition des exercices entraînant de plus en plus de modifications profondes et durables du mode d'écoute du sujet le guérit de son adaptation auditive de départ. L'aisance apportée à l'étude se double d'une perception des moindres nuances phonétiques de la langue et procure une plus grande perfection de l'accent. Dans audiométrie successive, à intervalles réguliers, permettent au sujet de mesurer objectivement ses progrès et à l'éducateur de corriger les réglages de l'appareil jusqu'à l'obtention d'une courbe auditive entraînant une prononciation parfaite. L'apport de l'audiométrie dans l'orientation des études de langue étrangère constitue une application pratique les plus spectaculaires et aussi, il faut bien le dire, des plus insoupçonnées de l'effet Tomatis. C'est seulement à l'heure actuelle que l'on réalise combien une mesure auditive est nécessaire avant l'étude d'une langue, au même titre qu'un examen de la vision avant le pilotage d'un avion. Qu'il nous soit permis à cet égard de souhaiter que l'orientation scolaire, dont personne aujourd'hui ne songe plus à discuter la nécessité ni les bienfaits, veuille prendre en considération l'importance de faire passer aux élèves de nos établissements scolaires des tests audio-vocaux préalablement à l'étude de toute langue étrangère. Conclusion. Parvenu au terme de cet exposé, ou plutôt de cette exposition, d'études concernant l'effet Tomatis et ses applications dans les domaines de l'intégration linguistique, notre vœu le plus cher est que le lecteur qui a bien voulu nous suivre jusqu'au bout soit profondément convaincu que entendre, et bien entendre, est situé au centre des problèmes du langage et plus particulièrement ici de l'étude des langues étrangères.
Nous croyons avoir suffisamment insisté sur ce point pour ne pas y revenir. Aussi bien, c'est sur une note d'espérance que nous voudrions terminer cette page. Il n'y a pas si longtemps encore, on pouvait écrire, parlant de la facilité qu'éprouvent les jeunes enfants à apprendre les langues étrangères. Cette merveilleuse aptitude décroît assez rapidement aux environs de la 10e année, et la plupart des pédagogues ou des psychiatres s'accordent pour affirmer qu'à partir de 14 ans, un véritable bilinguisme n'est plus possible. 2. Cette impossibilité, l'effet automatisme nous permet désormais d'en reculer les limites. Il n'est donc plus exclu aujourd'hui pour un adulte de songer à apprendre une autre langue que la sienne au point de l'intégrer comme sa langue maternelle. Cette affirmation, qui repose sur des théories scientifiquement établies et vérifiées par une longue expérimentation, met en évidence l'essentiel de l'audition dans l'écoute linguistique. En modifiant l'audition du sujet, avons-nous dit et répété tout au long de cet opuscule, et en lui imposant la courbe auditive typique, ethnique, de la langue qu'il a choisi d'étudier, on lui en assure par là même l'intégration. Si l'on admet, et qui de nos jours ne comprend pas cela, qu'au-delà des mots d'une langue étrangère, il y a tout un processus de pensée, tout un ensemble de concepts psychophilosophiques que seule une maîtrise de ce langage, autre que le sien, permet d'acquérir. On conviendra que beaucoup plus qu'à l'étude banale d'une langue, c'est une véritable entrée dans un univers sonore psychologique nouveau que nous convions nos lecteurs. Tableau de réglage. Utilisation de l'oreille électronique à effet traumatisme pour l'intégration des langues vivantes. Langue, retard, étage supérieur, grave et aigu. Français, retard, 2, grave, -2, aigu, -2. Anglais, 0, grave, -5, aigu, +5. Américain, 3, grave, -5, aigu, -5. Allemand, 5, grave, +5, aigu, +2. Espagnol, 0, grave, +5, aigu, -5. Italien, 3, grave, -4, aigu, +4. Russe, 7, grave, +5, aigu, +5. Néerlandais, 5, grave, -2, aigu, +4. Portugais, 7, grave, +4, aigu, +4. Danois, 4, grave, +3, aigu, +2. Dans tous les cas, l'étage inférieur est réglé de façon suivante. +5 grave, -5 aigu. Voilà, un petit livre sympa qui date de 1955. J'ajouterais que la lecture d'autres littératures aide fortement à l'assimilation d'une autre langue. Après en avoir acquis les bases grammaticales, bien entendu. Et on pourrait aussi dire que la télévision fait office d'une oreille électronique à effet automatisme. À l'heure actuelle, c'est un peu ce qu'il se passe avec la multiplicité des médias. Et je pense qu'il est toujours très important de voir et de s'accorder sur ce que l'on consomme, au moment donné où on consomme et où on a l'envie de le consommer. Voilà tout. Passez une bonne soirée. J'espère que ça vous aura plu. J'essaye toujours de mettre un accent rapide sur la lecture, ce qui me fatigue et fatigue probablement mon auditeur. C'est dans le but, comme l'a été dit dans le livre, d'habituer à une écoute plus rapide, ainsi que de gagner du temps sur l'écoute totale, qui peut être scindée. Peut-être que plus tard je partirai sur des écoutes plus scindées pour faciliter l'écoute. Mais mon but n'est pas de mâcher ou d'amoindrir mon auditeur en consommateur requérant une savoir émulatif passager
qu'il oubliera le lendemain après être parti travailler. Je préfère pratiquer de la sorte. Voilà, j'espère que ça vous plaira. L'intégration des langues vivantes par Monsieur par un laboratoire visiblement. Centre du langage, le CECRAP. Voilà, portez-vous bien.